Je te propose qu'on lance, On Charlotte. lance, ouais, on lance, on est d'accord. Bien, bon, donc bonjour à tous. Je suis Charlotte Kifidis, super contente d'être là avec vous ce soir pour animer cette concertation de fin de journée, qui est vraiment une fin de journée. J'espère que tout le monde va bien. On a la chance de pouvoir s'autoriser, s'offrir tous ensemble un moment d'échange. Il y a, je ne doute pas, d'autres personnes qui vont nous rejoindre en cours de route, puisque les décalages de la vraie vie font qu'on n'est pas toujours à l'heure. Mais on fait une petite intro qui va nous permettre de nous échauffer et de se présenter. Petit rappel de bonne pratique, parce que ça ne mange pas de pain, comme on dit, même si on a tous l'habitude d'utiliser les éléments d'outils digitaux. On coupe le micro, s'il vous plaît, quand on ne prend pas la parole. Ça évite les bruits intempestifs de nos environnements personnels. Et puis, on va avoir deux possibilités, puisqu'on ne sera pas un nombre impossible à gérer à l'oral. On aura la possibilité de parler via le chat et également de parler à travers le micro, tout simplement. Et ce que je vous propose de faire pour être sûr qu'on ne rate pas un souhait de votre part de prendre la parole, c'est dans le petit icône en bas, tout en bas à droite, il y a marqué réaction. Et dans réaction, vous avez une main en clap ou un pouce. Donc, utilisez la main. Ça nous permettra de savoir que vous voulez prendre la parole. Et on sera tous, on pourra auto-surveiller nos souhaits de s'exprimer. Alors, je vais directement en fait passer la parole. Ah oui, si juste un truc. Sachez que le replay est enregistré. Donc ça, c'est important qu'on se le dise. Parce que la session sera enregistrée parce que ça va nous permettre d'avoir un replay qui sera diffusé à ceux qui ont besoin d'écouter cette concertation ultérieurement. Donc Laurence, je te passe la parole pour que tu nous introduises les pourquoi de ces concertations. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur cette concertation. Désolée pour ceux qui étaient là précédemment parce que ça va être un petit peu une redite du pourquoi de ces concertations. Et puis aussi, je tenais à vous présenter toutes les excuses de Séverine Lecomte qui ne peut pas être avec nous ce soir, mais elle le regrette bien. Donc, je porte sa voix pour partager avec vous un petit peu l'objet de tout ça. Donc, Séverine Lecomte a été élue présidente de l'association en septembre dernier avec un projet qui s'appelle Les Voix de la communication, que vous pouvez retrouver en ligne sur la une du site de Comment. Et ce projet, en fait, porte des grands axes pour nourrir les réflexions de Comment sur lesquelles on doit travailler, et dont celui qu'on va partager ce soir autour de l'accompagnement des plus jeunes, de l'attractivité de nos métiers. Voilà, on va s'en dire plus tout à l'heure. Et puis pour ce projet a vraiment une finalité qui est d'être utile et de retrouver une utilité dans votre quotidien à tout ce que porte Comment. Et pour cela, on a décidé de lancer une grande concertation, donc animée par Charlotte Kifidis, qui est spécialisée sur ce sujet de la concertation, pour pouvoir vous entendre sur vos besoins par thématique. Donc la réunion de ce soir, enfin la concertation de ce soir, qui est dédiée à un des axes, celui en direction de l'accompagnement des jeunes, vraiment va recueillir vos envies, vos attentes, votre vision, pour pouvoir construire derrière une feuille de route et puis après mettre en action tout un tas de choses. Vous pourrez d'ailleurs rejoindre le groupe de travail animé par Jean-Luc Letouzé si tout ça vous tente, pour devenir actif, hein, parce que vous savez que chez Comment, on a besoin des adhérents pour construire et mettre en place les projets. Donc on compte sur vous et puis là, ne vous bridez pas surtout. La séance de ce soir est là justement pour vous écouter et tirer le meilleur de ce que vous pouvez nous proposer. Merci à toutes et à tous. Merci Laurence. Jean-Luc, est-ce que tu peux nous parler de la problématique que nous allons aborder ce soir et de sa mise en contexte? Je peux le faire, tout à fait. Je Bonjour te à laisse tous. te présenter aussi dans ces cas-là. Oui, je vais me présenter aussi. Alors, donc, moi, je suis Jean-Luc Letouzé. J'ai ce soir, pour cette concertation, ma casquette de vice-président de Comment.
président d'honneur également, puisque j'ai présidé Comment pendant quelques années, il y a maintenant 3-4 ans. Très content d'être là ce soir pour cette séance de concertation, un moment très important pour en effet partager ensemble nos réflexions, vous écouter en termes de besoins, d'attentes sur un axe stratégique qui est majeur pour les métiers de la com, qui concerne donc l'attractivité de ces métiers. Alors voilà, il y a une question qui est posée sur la slide, je vous la relis, mais donc en effet, est-ce que ces métiers de la com sont toujours aussi attractifs? Est-ce qu'ils font toujours autant rêver les nouvelles générations? Et quel levier est-ce qu'on peut utiliser pour remettre de l'attractivité? Pour moi, c'est très important. Alors ce soir, il y a une chose que j'aimerais bien déjà savoir, parce que je ne connais pas forcément tout le monde ici présent, mais parmi vous, quelles sont celles et ceux qui ont moins de 25 ans? Est-ce que vous pouvez m'indiquer dans le chat quels sont celles et ceux parmi vous qui ont moins de 25 ans? Parce que quand on parle d'attractivité, on parle de tout ce qui se passe aujourd'hui parmi les étudiants qui sont dans les écoles de communication, et on parle également des jeunes professionnels qui ont jusqu'à 2 ou 3 ans d'expérience en agence ou en service de communication. Donc là, je ne vais pas prendre le vote de Laurence, qui a légèrement au-dessus de 25 ans. Cependant, donc là, je constate que sur 15, nous avons Julia, que je connais très bien, c'est une étudiante de l'ICP. Et je profite, comme il y a plein de professionnels autour de la table, là, je peux vous assurer que cette jeune femme, Julia, je ne peux que vous la recommander. C'est une jeune femme brillante qui est en Master 1. Donc voilà, attendez-la dans 1 an et demi. Vous pouvez compter sur elle. Elle a toutes les compétences requises pour faire un beau parcours en com. Et oui, là, je suis étonné parce que moi, personnellement, je dirige également une école de communication qui s'appelle l'Institut international de la communication de Paris. J'ai proposé à tous mes Master 1 et à tous mes Master 2, donc environ 90 étudiants, de se joindre ce soir à cette concertation. Parce que c'est important d'avoir ce souffle de cette nouvelle génération pour nous aider à réfléchir à l'attractivité des métiers de la com et comment est-ce qu'on peut aider cette nouvelle génération quand elle est encore en formation et quand elle prend ses premiers élans dans le monde professionnel, comment est-ce qu'on peut l'aider, nous, Comment, en termes d'outils, de solutions, de formation, d'accompagnement. Je suis quand même assez étonné que ce soir, on n'ait que Julia qui soit présente. Bravo, Julia. Et je sais qu'on a fait la même démarche par rapport à toutes les autres écoles de com sur la place de Paris. Et là, je suis assez étonné de voir qu'il y a peu d'étudiants et peut-être, a priori, peu de jeunes professionnels. Donc, voilà, c'est un constat que je partage. Wilfried est pas étudiant. Si je me trompe, Wilfried, vous êtes en recherche, enfin, vous êtes en professionnel, mais je pense que Wilfried n'a pas 40 ans. Mais j'ai plus de 25 ans, donc voilà, je sais que vous n'avez pas répondu. Je suis mais vieux. vous n'êtes pas bien loin. Non, j'ai arbitrairement indiqué 25 ans, je peux monter à 27. Mais vous voyez, voilà, l'idée, je trouve que c'est intéressant quand même aussi de vous écouter, vous, la jeune génération. C'est ça aussi qui est important dans cette concertation. Donc, aujourd'hui, on est ensemble pour partager un constat. Ça, on va en parler un peu tout à l'heure. Il y a des questions qui se posent. Charlotte va nous guider un peu tout à l'heure sur les grands axes de la réflexion pendant l'heure qui vient. Mais déjà, est-ce qu'aujourd'hui, on a le sentiment que les centres de formation, donc les écoles de com, est-ce qu'elles forment bien aux compétences qu'attendent aujourd'hui les agences de communication et les services de communication d'entreprise? Est-ce que les écoles sont en avance? Est-ce qu'elles sont en retard? Question intéressante, on pourra en débattre. Comment est-ce qu'on accompagne les jeunes qui sortent des écoles pour leur premier pas dans le monde professionnel, pour l'accès au premier job? Comment est-ce que Comment peut être un accompagnant avec cette nouvelle génération? Qu'est-ce qu'on peut apporter comme service, comme outil, comme solution? Ce sera aussi intéressant de vous entendre là-dessus. Et puis, je trouve qu'il y a quand même une question de fond sur l'image de la com. Est-ce que la com fait toujours rêver, pour reprendre la question de tout à l'heure? À l'heure de balance ton agency ou de balance ton annonceur sur Instagram ou de la crise économique qu'on connaît actuellement, où on sait très bien que la communication peut parfois jouer un rôle de variable d'ajustement dans les budgets des entreprises. Alors voilà, est-ce que malgré tout, la com fait toujours rêver? Est-ce que la com attire toujours? Quelques éléments de contexte pour éclairer donc cette réflexion stratégique sur laquelle on a besoin de vous pour nous aider à construire justement le plan d'action
sur cette thématique de l'attractivité. Voilà, Charlotte. Merci Jean-Luc. Alors, on va directement passer aux questions et à la première question. Vous allez voir, on va réfléchir un peu en entonnoir, en passant du général au moyen, du pourquoi ou du pourquoi en 2 mots au comment. Et donc, nous vous proposons d'échanger pour cette ouverture autour de qu'est-ce qui est pour vous attractif dans le métier de communicant ou communicante et qu'est-ce qui ne l'est pas et qui serait intéressant d'améliorer. Donc, comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment en mode popcorn, hein, donc le premier qui a une idée ou envie de partager, puis on rebondit, on relance. Donc, nous vous écoutons, nous vous remercions de votre participation sur cette question. Bien. Ce qui est attractif, c'est la possibilité de créer, hein, c'est de créer, c'est le dialogue, la relation. C'est surtout ça. Hein. Ce rêve, c'est d'aller vers des univers un petit peu différents des nôtres, hein, et les promouvoir. Quant à l'aspect, ça c'est l'aspect face, l'aspect pile, vous voulez que je le dise maintenant? Allez-y, n'hésitez pas. Ouais, bah écoutez, moi je pense que moi, la communication m'a fait rêver, hein, c'est vrai, c'est pour ça que j'ai fait ce métier. Et en commençant par celui de journaliste, hein, économique. Mais maintenant, je pense qu'elle fait beaucoup moins rêver les jeunes générations parce qu'il y a un tel décalage entre tous les beaux discours qu'on fabriquait en tant que communicants et les actes concrets des dirigeants d'entreprises notamment. Enfin, je vois un exemple qui est comme ça à première vue, d'après ce que je connais et vu à la télévision. Danone a l'image d'une entreprise très sociale et puis là, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'elle va licencier 400 personnes. Je ne comprends pas très bien. Bon, il y a peut-être des informations qui m'échappent. Mais c'est vrai que si on mettait un peu plus en concordance les actes et les discours, ceux qu'on fabrique, parfois innocemment, parfois peut-être volontairement, alors là, ce serait du cynisme, je pense qu'on serait beaucoup plus attractif. Ça ne dépend pas toujours de nous. Hein. Parfois, on n'est pas obligé d'accepter de faire tel ou tel discours si ça ne correspond pas à la réalité. Et souvent, on nous fait rêver. Dites, voilà, notre entreprise, c'est ça, elle doit être ceci, cela. Notre mission, ben, nous, on est prêts à rêver et à l'écrire, bien entendu. Mais il faudrait après que les actes suivent. Voilà, c'est tout. Merci Gérard pour avoir démarré. Alors, Géraldine ou Gérald, je ne sais pas, Géraldine, c'est ça. Géraldine. Géraldine. Vous m'entendez bien? Bonjour. Bonjour. Moi, je suis freelance et j'ai longtemps travaillé d'abord chez Havas, puis chez Carrefour à la direction de la communication. Et aujourd'hui, je suis beaucoup en mission chez Babel. Et il y a plusieurs choses qui me frappent. Je me demande si on ne s'est pas un peu laissé enfermer dans une forme de folklore de la communication et de la publicité. Et si on n'a pas laissé aussi un peu, malgré nous, laisser notre image dériver, alors qu'on ne consolidait pas beaucoup nos référentiels de compétences. J'étais en mission il n'y a pas très longtemps dans une mutuelle et il n'y avait plus vraiment de fiches de poste pour des métiers de communication qui sont pourtant des métiers qui se sont beaucoup professionnalisés avec des compétences très pointues et tout était un peu pareil. La com, c'était quand même un fourre-tout dans lequel les métiers spécifiques des relations presse, les métiers d'analyse data, les métiers du X n'étaient pas reconnus en tant que tels. Je ne sais pas si collectivement, on a assez durci les référentiels de compétences et si on a suffisamment montré que derrière l'image de ce que j'appelle du folklore qui était peut-être alimenté par la télé, par le cinéma, par les bouquins, derrière, il y avait des gens qui avaient des compétences pointues. Et de ce point de vue-là, je pense que notre profession s'est repliée sur elle-même. Ok, merci Géraldine. Donc sur le coup, quand vous dites ça, vous pensez qu'il n'y a plus assez de visibilité pour des jeunes qui ont envie de rentrer dans des études de communication sur le débouché? Je pense, d'abord, ce sont des métiers quand même qui sont un peu paupérisés, donc je ne suis pas sûre qu'ils aient la meilleure presse possible. Et puis, on n'a peut-être pas su non plus accompagner ces nouveaux profils. Sylvie voudrait réagir, n'hésitez pas Sylvie. Le son. Vous êtes en mute Sylvie, on ne vous entend pas.
arrangé. Voilà. Ça va mieux, vous m'entendez? Bon, là, on vous entend. Voilà. Donc, bonsoir, je suis Sylvie Gilibert, je suis directrice du développement de l'ISCOM. Et je voulais mais rebondir sur la remarque précédente parce que je pense qu'elle est très, très juste, hein, et que la conséquence, c'est que de l'extérieur, pour des non-communicants, ces métiers se sont complètement alors dilués. Vous avez utilisé le terme et je pense que c'est très juste parce qu'il y a aussi le fait que enfin, il y a le sentiment et l'impression que tout le monde communique aujourd'hui, donc que ça ne correspond plus à des vrais métiers. Et je crois que les métiers de la communication sont encore moins connus qu'ils ne l'étaient il y a quelques années. Il y a quelques années, j'entendais les étudiants qui rêvaient de la publicité. Alors voilà, il y avait des métiers phares, après il y a eu l'événementiel, donc il y a eu comme ça des vagues d'engouement. Maintenant, ce qu'on peut entendre de la part des jeunes, ce sera encore les influenceurs du net. Voilà, mais j'ai l'impression que ces autres métiers sont très mal connus de la part de jeunes ou de personnes qui ne sont pas encore dans la communication. Donc, l'envers du décor, c'est que nous ne savons pas les mettre en valeur et nous ne savons pas non plus bien les proposer. Merci Sylvie. Ludovic, quelque chose qui t'inspire en termes de rebond, de complément? Oui, deux, trois choses. Je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Moi, ce que je voudrais juste dire, en fait, par rapport à mon expérience, moi, j'ai commencé à faire de la com quand il n'y avait quasiment pas d'études de communication. Alors, en l'occurrence, j'ai quand même fait un BTS de communication et j'ai fait l'école Estienne, une école d'art appliqué. Mais à l'époque, je crois que oui, mon BTS, c'est dans une autre école que l'ISCOM, qui n'existe plus. L'ISCOM a continué en revanche, donc bravo à elle, d'ailleurs, parce que c'est une très belle école. Et du coup, j'ai presque envie de me dire qu'on pourrait comparer le truc. À l'époque, c'était un petit peu comme le digital aujourd'hui, c'est-à-dire que les métiers de la com étaient à créer, donc il y avait une espèce d'envie. Donc on ne savait pas forcément vers quoi on allait, mais ça faisait envie parce qu'il y avait le côté un petit peu paillette de la com, publicité, effectivement, et ensuite événementiel ou peut-être influenceur, etc., comme c'était évoqué. Donc ça, je pense que déjà, effectivement, il y a une évolution qui a peut-être été… donc ça s'est construit, et aujourd'hui, moi, j'ai tendance à penser qu'il y a presque trop de formation à la communication, et puis pas seulement des écoles de com, hein, il y a aussi les écoles de commerce qui font des spécialisations, etc. Enfin, quand je dis trop, voilà. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de monde qui va sur le sujet, mais effectivement, avec une vision un petit peu… Et pardon, tout ça pour dire qu'effectivement, au bout du compte, la com peut avoir une image un petit peu protéiforme. On sait plus ou moins ce que c'est, mais pas vraiment en même temps. Et puis aussi, je pense sincèrement que la com est mise à mal par rapport à ce qu'on relève dans les jeunes générations sur leurs attentes de responsabilité, de transparence, d'engagement dans ce qu'on fait, etc. Et c'est difficile, alors que la plupart du temps, quand on parle de com dans les médias, dans la vie de tous les jours, etc., c'est plutôt de manière négative. C'est un coup de com, c'est encore de la com, des choses comme ça, qui mettent et qui viennent s'affronter, je pense, avec des envies, au contraire, de transparence, d'engagement, etc., dont témoignent les étudiants et les jeunes pros aujourd'hui. Et pour terminer, terminer sur un truc en revanche très positif, c'est vrai qu'effectivement, il y a certainement du coup à remettre l'accent sur l'attractivité de la com, parce que ça reste un métier formidable, potentiellement attaqué ou en tout cas aux frontières un peu floues avec d'autres métiers. Donc c'est à nous, professionnels de la communication, de clarifier un petit peu les messages, mais malgré tout, ça reste un super métier, en revanche, où beaucoup de gens veulent aller. Donc, il faut vraiment, effectivement, rendre attractifs nos métiers et expliquer à ceux qui s'y intéressent que les places sont chères, entre guillemets, qu'il faut vraiment être sûr de vouloir y aller. Merci. Stéphane, vous vouliez prendre la suite de la discussion? Oui, bonsoir. Oui, alors moi, je suis directeur de la communication dans une direction opérationnelle du groupe Vinci Construction France.
Je rejoins ce que vient d'expliquer Ludovic. Le métier a énormément changé puisque j'ai commencé à travailler dans la communication il y a 24 ans. Il y a 24 ans, quand on intervenait en tant que communicant, on intervenait pour faire... on avait des actions à mener et ça se concrétisait ensuite par soit des films, soit des plaquettes. Mais on était des techniciens à l'époque. On était vus à la fois comme des professionnels maîtrisant la communication, l'art de communiquer, et également des techniciens, puisque faire une plaquette à l'époque, c'était pas forcément donné à tout le monde. On se retrouvait il n'y avait pas tous ces logiciels de PAO. Faire un film, on y passait la journée. Et on avait la chance finalement à cette époque-là de gérer une problématique de A à Z. Ce qui s'est perdu finalement avec le temps, avec le développement d'Internet et la mise en ligne d'outils qui permettent aujourd'hui de créer des plaquettes, de créer des films, etc. Et ce qui fait que la communication aujourd'hui a beaucoup de mal à trouver sa place. Et je pense qu'un des sujets importants, c'est de replacer le communicant dans l'entreprise et expliquer quel est son vrai rôle à jouer. Moi, je vois souvent des communicants qui aujourd'hui continuent à faire des plaquettes, à faire des films, en oubliant que finalement notre rôle, quelque part, ça va être d'être très en amont de tout ça. On va certes faire des plaquettes, des films, ça c'est pas le problème. On va aussi accompagner le déploiement de tous ces outils parce que ça rentre dans une stratégie globale. Et beaucoup de communicants n'ont pas ça en tête. Ils sont restés très outils. Et là, à partir du moment où on est très orienté outils, on rentre je dirais, en confrontation quelque part avec les gens qui ont accès à tous ces outils sur Internet aujourd'hui. Ok Stéphane. Pour le coup, je me permets, Julia, Wilfried, alors je ne sais pas quel âge a Samuel ou quel âge a Mylène, mais c'est intéressant de voir, là nous sommes plutôt plus âgés que vous et nous nous exprimons sur un peu notre histoire. Vous, ça vous parle, ça? Vous êtes d'accord, pas d'accord? Vous dites, bon, moi, le problème des plaquettes, c'en est pas un. Le problème on ne sait pas trop ce qu'on fait, moi, ça ne me pose pas de problème. Ce côté un peu couteau suisse, multifonction. Quel est votre sentiment par rapport à sur quoi on parle? Alors, moi, Jean-Luc m'a présenté tout à l'heure, mais du coup, je suis en alternance actuellement dans une boîte de 150 personnes qui fait de la transition énergétique et je ressens complètement ça, c'est-à-dire que j'ai un poste de communicante, mais finalement, je dois faire des plaquettes, je dois faire du montage vidéo, je dois utiliser les outils PAO. En fait, j'ai un poste qui, sur le papier, était beaucoup de com interne, ce que je fais en plus des newsletters internes, etc., mais où on nous demande finalement d'être beaucoup de postes en même temps pour une personne, en plus sur un poste d'alternant. Moi, par contre, je suis rejoint, la com me fait toujours autant rêver que, c'est vraiment un domaine sur lequel moi je me retrouve beaucoup et auquel j'ai envie toujours de bosser. Et ce que j'aime, c'est qu'on peut changer de secteur assez rapidement, puisque avant j'avais déjà fait une année d'alternance dans le secteur de la complémentaire d'assurance automobile. Et en fait, moi, là où j'ai peut-être pas été assez informée, c'est le fait que il y a des boîtes qui sont complètement différentes. La première que j'ai fait, il y avait une personne qui faisait du corporate, une personne qui faisait de l'interne, une personne qui faisait du B2B, 2 personnes sur le B2C. Et là, on se retrouve à être 3 et à devoir tout faire, et la com et le marketing, parce que ça aussi, je trouve qu'on mélange beaucoup les deux termes, même s'il y a une importance énorme à mélanger les deux. Mais je pense que dans la tête de certains chefs d'entreprise, c'est aussi pas clair que c'est des métiers à proprement parler et que on a des fonctions, certes, mais on ne peut pas tout faire en même temps. On n'est pas plusieurs personnes, quoi. Merci Julia. Donc moi, je partage tout ce qui a été dit avec vraiment le sentiment que autant pour la place du marketing en entreprise, ça c'est clair, sans des directions, autant la communication, c'est devenu un métier support en fait. C'est un peu ça qu'on pense plus à la communication en tant que telle, on la pense vraiment au service ou du produit qu'on va faire ou de la nouvelle de la marque employeur ou en fait, on pense plus à la com au début, mais vraiment sur le côté, il y a Movember, on va faire des photos pour la com. Donc c'est ça qui, en fait, on perd le sens aussi, et ça qui est un peu dommage. Mais l'espoir que j'ai, c'est que avec le Covid-19, il y a eu une sorte de boom pour la com en interne. Je pense que le cœur du métier, c'est de créer du sens, c'est de créer du lien entre à la fois en interne et que ce soit cohérent avec l'externe et les engagements de la marque.
Et moi, je pense que c'est là où on peut faire renaître, entre guillemets, ou vraiment s'affirmer comme toute l'importance de nos métiers. Ça, avec la RSE, mais bon, je pense pas que ce soit... Enfin, je suis prudent sur la RSE, mais je pense que c'est les deux moyens pour vraiment leur donner des lettres de noblesse à la com. Ok, merci Wilfried. Stéphanie, vous aviez une réaction que vous souhaitiez partager? Oui. Vous m'entendez? Oui, parfaitement Oui. bien. Bonjour, donc moi Stéphanie, je suis directrice de la communication chez Safran Nacelle. Donc ça fait une vingtaine d'années que je suis dans la communication. J'ai commencé par le marketing et c'est vrai qu'à l'époque, la communication, ce n'était pas très connu. Et en plus, il faut voir aussi que la communication a énormément évolué. À l'époque, c'était de la publicité, de l'éditorial encarté dans les magazines et ça se réduisait à ça. À l'heure actuelle, la communication, c'est multi-support. Il y a du digital, il y a des réseaux internes. Enfin, la communication a complètement changé. Et il y a même des aspects de la communication qu'on ne maîtrise pas parce que finalement, chaque employé est promoteur de la marque. Et c'est vrai qu'aussi, la fonction communication dépend de la structure dans laquelle on est. Dépendamment de qui est votre manager, qui est l'entreprise, comment est l'organisation, est-ce que la com est une fonction à part, est-ce que la com fait partie du marketing ou du commerce ou des ressources humaines, et ça ne va pas être la même orientation. Et du coup, ça aussi, ça forge la fonction. Alors moi, je considère, et dans mon entreprise, la fonction communication est à part, et ce que j'adore, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que c'est une fonction qui est très, très importante, parce que aussi bien la communication interne à l'heure actuelle avec la crise du Covid où il faut donner du sens, et les jeunes, comme tous les employés, ont besoin d'avoir du sens, ils veulent savoir où ils veulent aller maintenant, ils ne veulent plus juste faire des tâches comme ça. Et la communication, en fait, c'est une stratégie globale finalement, au service de la société, pour aussi bien que la communication circule rapidement en interne comme en externe. Et c'est ce que je trouve la force de la fonction, mais qui ne se voit pas forcément à l'extérieur, parce que je suis assez d'accord dans le terme fonction support, c'est que c'est souvent une fonction qui est, moi, ce que j'appelle en coulisses, où en fait, on aide les autres. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci Stéphanie. Alors François soulève aussi que les communicants sont des acteurs du changement et que parfois, simplement, il n'y a pas le lien entre cette notion de communication et ce rôle moteur et la fonction de communication dans le quotidien où on se range plus ou moins du côté des parties prenantes ou des détracteurs, comme dit François. Donc ça, c'est une autre piste potentielle d'attractivité qui est de relier la communication aux grands enjeux de transformation et d'accompagnement des organisations et des sujets sociétaux. Fabienne soulève le fait qu'il y a des liens. Alors oui, Fabienne, il y a même des liens avec la concertation RSE et il y a des liens avec la concertation qu'on a eue sur l'employabilité, très clairement. Et il y a des sujets qui sont très, très, très prégnants sur cette confusion et ce manque de lisibilité qu'ont les fonctions de communication et les métiers de la communication, que ce soit pour rentrer ou pour exercer, recrutement ou pas d'ailleurs. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de passer à la question d'après, sauf si Jean-Luc, tu as envie de pousser sur un sujet particulier là par rapport à ce qui s'est dit. Non, pas à ce stade. Pour l'instant, je prends des notes. On continue à défricher? Oui, continuons pour l'instant. Super. Donc, Claire va afficher la deuxième question. Donc, la deuxième question, c'est une histoire de perception. Quelle est votre perception sur l'adéquation des enseignements avec la réalité professionnelle que vous vivez? Alors, ce qui est intéressant là-dessus, c'est de se dire, on n'est pas tous jeunes, donc au sens, on n'est pas tous en train de vivre un contrat d'alternance ou un stage, nous, là, autour de la table virtuelle. En revanche, on a des alternants. Et on peut côtoyer des stagiaires ou des alternants que l'on a recrutés, nous, dans nos directions ou que nous avons en partenaire de travail au quotidien dans nos organisations. Donc, c'est intéressant d'avoir les deux. C'est votre perception de ce que ressent l'alternant dans ce décalage et puis la perception de Julia, de Wilfried qui a dépassé le stade, mais qui peut-être se rappelle de son alternance.
s'il en a eu. Voilà, donc de mélanger ces deux visions-là. Alors, il y a un petit message de Stéphanie. La fonction communication a vraiment fait rayonner l'entreprise à l'externe et permet de véhiculer l'information en interne au service de la performance et de l'intelligence collective. Ça, c'est une belle intention. Alors, qu'est-ce qui se lance sur cette question de la perception? Voilà. Là, c'est plutôt en effet des questions pour Wilfried, pour Julia, par rapport à ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez actuellement en formation et ce que vous avez découvert en stage ou en alternance ou dans les premiers pas professionnels. Bon, bah, j'y vais du coup. Alors moi, l'année dernière, donc j'étais déjà, enfin sur mes 2 premières années, j'ai fait 3 stages différents. Dès la 3e année, j'étais en alternance et cette année, je suis en alternance pour 2 ans du coup. Dans mes stages, c'était encore les prémices, c'était sur mes 2 premières années, donc j'avais des missions assez réduites et j'ai pu être force de proposition, donc ce que j'ai appris au long de l'année était très pertinent. L'année dernière, ça l'était encore plus. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais c'est vrai que mes cours étaient vraiment en lien direct avec ce que je vivais dans mon entreprise, puisque par exemple, j'avais cours de média planning au moment où il fallait que je fasse un plan média. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance, moi, l'année dernière, de vivre vraiment une année où c'était très, très corrélé avec ce que je vivais au quotidien dans mon entreprise. Cette année, c'est un peu différent parce que finalement, quand on est en master, les entreprises attendent aussi plus de nous. Donc finalement, je ne peux pas dire que mes cours sont en lien avec ce que je vis au quotidien, puisque j'ai actuellement pas de cours de com interne et pourtant c'est la base de ce que je fais. Ou pareil, je suis l'opérationnel de la communication RSE et j'en ai pas forcément en cours. Mais tout ce que j'ai emmagasiné, je le mets vraiment en application dans mon quotidien de professionnel. Après, il y a autre chose qui est, voilà, j'ai la chance d'avoir un professeur de marque employeur qui fait intervenir aussi des professionnels et du coup, ça me permet aussi de les confronter à des problématiques que moi j'ai. Moi, j'ai une vraie problématique, c'est que ma direction n'est pas du tout emprunt à la communication. Ils ne comprennent pas forcément quelle est l'utilité. Il faut toujours faire du marketing, des chiffres. Et du coup, j'ai eu vraiment la chance d'avoir des intervenants qui répondent à mes interrogations dans le vif du sujet. Donc, il y a pas d'incohérence. Moi, j'en ai pas remarqué. Après, je pense que là où j'ai de la chance, et tous ne sont pas comme ça, hein, forcément, mais la majorité sont à l'écoute de mes questions actuelles, même si c'est pas en rapport avec ce qu'ils vont. Je vais parfois être amenée à bousculer un peu leur cours et ils sont quand même réactifs aux questions qu'on leur amène, nous, en tant qu'alternants. Et ça, je trouve ça, pour mes cours, en tout cas, hyper agréable d'avoir des intervenants réactifs sur ce que nous, on leur amène. Après, voilà, c'est vrai qu'on ne peut pas être tout le temps en corrélation parce que sinon, on ferait tout le temps la même chose. Moi, je ferais de la com interne toute l'année, donc ce ne serait pas logique. Mais là, pour le coup, là où par contre, j'aurais eu peut-être besoin de plus d'éclaircissement, c'est vraiment sur ce côté couteau suisse et avoir vraiment quelqu'un de référence sur cette globalité du secteur et comment il peut être perçu par des professionnels autres que des communicants. Parce que quand on arrive dans l'entreprise, on est confronté avec des gens qui n'ont jamais fait de communication, qui ne sont pas communicants. Et du coup, d'avoir eux leur vision, je pense, m'aurait permis de mieux m'adapter là, ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, où je me suis pris vraiment de plein fouet des gens qui n'étaient pas du tout réactifs à la communication, ne savaient pas du tout ce que c'était. Pour eux, c'est de la perte de temps que de faire des vidéos qui décryptent des métiers dont on n'est pas au courant au quotidien. Et où là, du coup, moi, j'ai été très surprise de ce qui était en fait la réalité de certaines entreprises, pas toutes, heureusement, mais quand même, à mon avis, une partie non négligeable. Merci beaucoup, Julia. C'est hyper intéressant, votre témoignage. Je pense que c'est fréquent. Est-ce que quelqu'un a envie de témoigner entre ce qu'il entend de son alternant, de ses alternants ou des alternants qu'il a pu embaucher, ou Sylvie par rapport au retour qu'on peut vous faire aussi de votre côté, Wilfried, Géraldine?
Alors, donc, je vais compléter sur le côté jeune, parce que je suis encore jeune pour l'instant. Donc, en fait, moi, j'ai un parcours, j'ai fait une licence à la fac, et à côté de ça, j'ai eu du temps donc, pour faire de l'asso. J'ai fait un service civique aussi, et que dans des structures où j'ai eu des postes de communication. Et donc là, en asso, donc on est en 2016, fin des contrats aidés, donc je me suis retrouvé à occuper des fonctions de communication, d'événementiel, à me former tout seul. Et c'est comme ça en fait que j'ai acquis des compétences que j'ai pu après vendre en école, parce que j'ai fait une école après, et en entreprise, donc là où j'ai pu faire mon alternance. Donc ceci, c'est un autre style de parcours, mais ça me fait penser que si à la fac, en fait, on ne dit pas que, enfin, on vous dit, vous allez faire une licence de communication, on ne vous dit pas forcément, bah, tu peux faire tel métier aussi. Or, il y a très peu de place pour faire un master de recherche. Donc ça, c'est une autre difficulté. Je ne sais pas si c'est en lien avec ce dont on parle ce soir, mais c'est aussi à prendre en compte. Les Donc ensuite, passerelles, pour, c'est ça? ouais, voilà, les passerelles et puis même, bon, ça c'est plus à la fac où on n'est pas vraiment accompagné, mais le côté, en fait, tu es à la fac, tu passes une licence de communication, c'est pour avoir un métier. Et ça aussi, bon, on est un peu la jungle de la fac, mais voilà, c'est un autre sujet. Et donc après, donc voilà, j'ai fait un master en communication politique. Et en soi, donc j'étais en alternance à AXA. Et enfin, concrètement, certes, j'ai eu des cours, mais c'est l'alternance, c'est d'être dans le quotidien de l'entreprise. C'est comme ça qu'on se forme au final. On a beau apprendre des cours, avoir des intervenants, avoir un retour, c'est cool, mais et je pense que c'est comme ça pour chaque métier en fait. Au final, c'est être au jour le jour sur le pont, c'est comme ça qu'on apprend et qu'on développe aussi d'autres compétences qu'on ne va pas forcément apprendre en cours. Et surtout, on voit directement nos réussites. Et ça qui est vraiment passionnant. Ouais, moi, je ne l'ai pas dit, mais moi, ce qui m'intéresse dans la communication, c'est ce côté docteur. Donc, il y a une problématique, je sors la boîte à outils et puis on va essayer de résoudre. Donc, voilà pour ce qui est de mon expérience. Merci Wilfried. Sylvie, vous voulez réagir aussi? Oui, je veux bien réagir. Je dirais que c'est presque naturel que dans les premières années d'études, c'est-à-dire jusqu'à la 3e année, on va dire bac plus 3, il y ait une plus grande cohérence entre ce qu'on peut apprendre à l'école et ce que l'étudiant ou l'apprenant peut mettre en pratique dans l'entreprise, puisqu'on est sur des apprentissages très concrets, très opérationnels, et c'est aussi la demande de l'entreprise à ce stade-là. Et après, quand on passe dans un second cycle, les enseignements deviennent plus stratégiques, on va dire, et on prépare les jeunes à leur futur métier, mais pas au métier qu'ils ont dans l'entreprise à ce stade-là. Quand tout à l'heure, quelqu'un a évoqué les référentiels de compétences, on prépare à des titres de directeur de la communication, de responsable de communication, de directeur de la marque. Ça n'est évidemment pas le métier que ces jeunes peuvent pratiquer en parallèle de leurs études. Voilà, donc en fait, il y a un décalage entre le 4 et 5 et c'est aussi, enfin, oui, je pense quand même notre rôle que d'emmener les étudiants plus loin dans ce qu'on peut appeler Master 1, Master 2. Voilà. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que je crois que les jeunes vivent aussi un vrai décalage entre la façon dont on peut les entourer, les accompagner à l'école, leur transmettre la passion de la communication et puis la réalité de ce qu'ils vivent dans l'entreprise. Ils ne sont pas toujours bien menés, enfin, je vais dire peut-être un peu moins pudiquement, ils sont parfois mal menés dans l'entreprise. Et en fait, on sent bien, nous, que les alternants, enfin, viennent aussi chercher un accompagnement, une compréhension, un échange, parce qu'ils ne trouvent pas ça toujours, et même très peu souvent dans l'entreprise. Donc, en fait, il y a aussi un décalage de vécu quand on enseigne, quand on est dans une école, quand on est sur un cas, quand on travaille, on est passionné. Et puis après, la réalité de l'entreprise, elle n'est pas toujours aussi agréable et sympathique. Voilà, donc je voulais intervenir sur ces deux points-là. Merci Sylvie. Ludovic, tu as levé la main. Est-ce que tu veux intervenir? Oui, je veux bien. J'essaie vraiment de réfléchir à cette logique, la question, l'adéquation entre les enseignements et la réalité professionnelle. Et moi, il y a un truc que je retiens qui est plutôt super positif, c'est qu'effectivement, les jeunes professionnels, enfin les étudiants ou jeunes professionnels qui entrent dans les entreprises, en l'occurrence, moi, j'ai eu
j'ai une agence d'événementiel. Ce que je trouve topissime, c'est qu'ils sont hyper opérationnels, ils sont touche à tout. Et effectivement, du coup, ça nourrit aussi ce truc de se dire, effectivement, on peut leur faire plein d'outils puisqu'ils ont une capacité d'adaptation, de démerde, d'agilité, etc., qui est vraiment top. Le petit défaut qu'on peut ressentir quelquefois, c'est que du coup, ils sont, je suis désolé, je généralise, hein, ils sont un peu zappeurs, c'est-à-dire qu'ils font un truc et puis hop, ils passent à autre chose et ils en oublient peut-être de regarder justement la vision globale. Là, en revanche, dans les entreprises, en tout cas dans les agences, mais j'imagine que c'est peut-être un petit peu vrai aussi côté entreprise, la difficulté, en fin de compte, c'est de voir comment on entre dans l'entreprise, oui, en bossant sur des outils, etc. Mais j'allais dire comme dans tout métier, quelqu'un a dit que c'était un petit peu dans tous les métiers, oui, on passe par une phase d'apprentissage. Alors ensuite, le deal ne fonctionne que si le recruteur, d'un autre sens, dit tu découvres, tu te fais la main, etc. Et en échange, effectivement, il y a du win-win. Moi, je te fais, par exemple, en agence, les jeunes qui bossent avec moi bossent de manière très opérationnelle, très concrète, etc. Mais je les fais toujours participer à des brainstorms, etc., pour qu'ils s'enrichissent aussi de la logique de stratégie, etc. Et là où ça bloque, donc, pardon, j'ai mis un petit peu de temps à revenir sur l'adéquation, c'est que souvent, quand on réfléchit à des idées, à des stratégies, à des concepts créatifs, etc., là, on se heurte à un manque de culture générale. Souvent, alors je suis désolé, je généralise beaucoup, hein, et c'est peut-être le souci, c'est qu'effectivement, les écoles sont conscientes qu'il faut que leurs futurs étudiants soient opérationnels, et du coup, on manque de culture générale, de telle sorte que, par exemple, ça va, on n'a pas besoin d'être plus intelligent que dans les autres métiers, mais il s'avère qu'en communication, notamment sur les concepts, etc., souvent, en fait, on se nourrit de références qu'on digère et qu'on repropose d'une autre manière, etc. Et moi, je me rends compte avec les jeunes qui travaillent avec moi, j'ai une équipe qui va de 23 ans à 30 ans. C'est qu'en fait, la plupart du temps, quand je fais des références, quand je fais référence à certains trucs, etc., en fait, je suis face à des gens qui ne connaissent pas les références en question. Alors, ensuite, il y en a qui sont plus malins que d'autres et qui notent tout et qui vont se renseigner et qui s'enrichissent, etc. Et d'autres, du coup, qui ne prennent pas ce niveau de curiosité. Donc, je pense qu'il y a un vrai sujet quand même sur un sujet de culture générale, qui est vrai en com, qui peut être vrai dans d'autres formations aussi. Alors, merci Ludovic. Sur le coup, il y a eu plusieurs réactions. Dans l'ordre, Stéphanie, Géraldine, Mylène et Sylvie. Il y a eu 4 positions. Voilà. Donc, je suppose que les réactions vont être croisées en fonction de ce qui a été dit avant, après et pendant. Donc, Stéphanie. Oui, alors, en fait, c'est toujours compliqué l'adéquation enseignement-entreprise parce que la réalité de ce qu'on apprend, c'est compliqué. En l'occurrence, quand on arrive dans une société, la communication, il y a des outils qui sont différents. Vous apprenez certains outils à l'école et en fait, vous arrivez en entreprise, ce n'est pas du tout les mêmes outils. Voire pour créer une newsletter, en 5 minutes, vous pensez que ça allait être fait, alors que les outils, ça va vous prendre 1 heure. Donc, il y a tous ces aspects-là. Ensuite, le domaine dans lequel vous êtes. Moi, je suis dans l'aéronautique. C'est quand même des sujets très technologiques, il faut connaître. Il y a des manières de communiquer, il y a un ton et une manière de parler aux gens. Et tout ça, en fait, ça s'apprend. Et l'avantage, justement, de l'apprentissage et des stages, c'est que quand vous arrivez en entreprise, il faut qu'on vous accompagne là-dessus parce que c'est compliqué. Vous pouvez faire la moindre erreur ou même la personne à qui vous parlez dans le couloir. Donc, c'est à nous d'avoir un vrai accompagnement. Et donc, moi, ce que j'essaye de faire, c'est justement d'avoir des équipes un peu multidisciplinaires et avec des âges différents parce qu'entre les anciennes générations qui ont l'expérience, ces références et tout ça, et les jeunes qui ont les nouveaux outils, quand on met tout ça en commun, c'est extrêmement riche. C'est vraiment riche. Et par contre, des stagiaires et des alternants, il faut un accompagnement beaucoup plus fort que quelqu'un qui a 5 ans d'expérience, 10 ou 15. Et ça, c'est le cas pas seulement dans la communication, d'ailleurs, c'est le cas dans tous les métiers. Merci voilà. Stéphanie. Mylène, est-ce que c'est encore le moment de réagir? Oui. Super. Oui, bonsoir. Je suis désolée, je me faisais discrète parce que voilà, je suis arrivée un petit peu tardivement. J'ai eu voilà, quelques petits soucis à vous rejoindre.
Oui, alors moi je suis en agence, donc je suis directrice d'une agence de conseil en communication. Donc des alternants, des stagiaires, on en a pris beaucoup. Ça fait 18 ans que l'agence existe, donc c'est vrai que voilà, on en a vu passer énormément. Et ce que j'ai vu en fait évoluer beaucoup, alors je ne sais pas si vous avez déjà peut-être avant mon arrivée évoqué ce sujet-là, mais c'est que je trouve aujourd'hui on forme alors des multispécialistes, hein, ou des très grands généralistes. On leur demande de savoir tout faire aujourd'hui, de savoir aussi bien faire du suivi de projet, d'être à la fois commerciaux mais à la fois créatifs aussi, de savoir prendre la parole, de savoir développer des concepts. Ils ont aujourd'hui je trouve une pédagogie extrêmement large qui fait que en fait, quand ils arrivent en agence, on est bien évidemment dans quelque chose où on est très fortement impliqué sur leur accompagnement, la transmission de savoir, mais on se rend compte, et c'est dans ce sens que je rejoignais ce que disait Ludovic, qu'effectivement, ils ont une culture un peu de passer voilà, d'un sujet à un autre, mais d'avoir un petit peu de difficulté à approfondir. Et on leur apporte ce que nous, on essaye de leur apporter pour que ça soit, je dirais, bénéfique, c'est de la méthode. Et on est dans cet accompagnement où sur des problématiques par moments différentes, on les accompagne à essayer de professionnaliser un petit peu ce qu'ils ont appris, et on a l'impression, en apprenant énormément de choses et en passant d'un sujet à un autre, un approfondissement en fait de voilà, de certaines problématiques, que ce soit de la com corporate, du lancement de produits, ou que ce soit aussi après plutôt de la communication interne, à essayer de se dire voilà, comment on accompagne un projet comme celui-ci, quelles sont les méthodes, quels sont les leviers qu'on va définir, quelles stratégies on va mettre en place, et on les accompagne beaucoup par rapport à ça. Et on se nourrit aussi énormément d'eux, parce que justement dans cette culture aujourd'hui qu'ils ont multiples, en fait, ils nous apportent énormément de choses, mais qui par moments sont voilà, un petit peu dans tous les sens, et qu'on essaye de recadrer et de mettre à profit. Et c'est là où l'enrichissement est extrêmement fort. Et c'est du win-win. Je rejoins ce que disait Ludovic. Nous, on apprend beaucoup. En plus, je ne suis pas jeune comme Charlotte l'a évoqué tout à l'heure. Je ne suis pas, voilà, et du coup, on se nourrit effectivement de tout ce que, voilà, aujourd'hui, ils apprennent au niveau de leurs apprentissages, et qui nourrissent notre réflexion aussi, et leur permettent de mettre à profit leurs compétences et leurs connaissances dans un cadre vraiment très professionnel. Donc, je trouve que cet enrichissement collectif, il est extrêmement important. Nous, dans la transmission de savoir, et eux, dans cette fraîcheur qu'ils nous apportent aujourd'hui, dans des outils et des façons de communiquer très différentes. Merci Mylène. Géraldine, vous vouliez, et après Sylvie, et ensuite on change de question. Je vais vite, je voulais juste faire une remarque qui est qu'on est quand même dans des métiers de collectif, et que c'est une dimension que moi je trouve très importante, et dans laquelle je pense on prend aussi beaucoup de plaisir, et je pense qu'il est essentiel de communiquer sur cette dimension collective de nos métiers, et quand il est temps de faire entrer des jeunes ou des alternants dans nos organisations, de ne pas lâcher sur ce collectif, de leur apprendre à travailler avec, et de bien les y intégrer. C'est quand même, en tout cas de mon expérience, c'est quand même des boulots, qu'on soit fraîchement sorti ou pas encore de l'école, ou qu'on ait de la bouteille, on a le droit à la parole autour de la table. Et ça, je pense que ça fait partie aussi des aspirations des jeunes aujourd'hui, d'être reconnus dans leurs compétences et d'avoir voix au chapitre. Et pour le coup, dans ces métiers de collectif, ils y ont complètement leur place. Merci beaucoup Géraldine. C'est très lié en plus à la culturation et à la culture d'entreprise. Ce match entre le collectif et le comment on le fait selon là où on se situe. Sylvie, vous vouliez compléter, puis après on passera à la question d'après.
Est-ce que vous avez toujours envie ou est-ce que c'est toujours possible? Je crois que vous avez déconnecté votre caméra, donc peut-être ce n'est pas possible tout de suite. Donc, Sylvie nous rejoindra quand ce sera possible. Je vous propose de passer à la question, parce que là, c'est super riche. Et donc, là, ça va être une question qui va être un petit peu plus compliquée à creuser, je pense, puisque nous ne sommes pas très, très nombreux en tant qu'étudiants. Mais cette question, elle était vraiment pour les jeunes étudiants qui viennent de terminer et qui ont démarré leur vie professionnelle, ou en tout cas dans les quelques premières années. Alors, je ne sais pas si Wilfried ou même Julia, comme vous êtes Wilfried, tu vois, vous avez passé le cap, et Julia, vous êtes en alternance, donc c'est un peu comme si vous étiez déjà en activité de toute façon, ce n'est pas une histoire de statut. Quand vous étiez étudiant, de quels outils ou offres complémentaires vous auriez eu besoin pour compléter votre cursus? Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Wilfried, sur les passerelles, par exemple. Ça me fait penser à ça, le fait de connaître la façon de travailler cette mobilité de sujets ou de cours, mais ça peut être aussi à l'intérieur d'une entreprise sur des métiers. Et donc, je fais appel également à la communauté complète que nous sommes là, s'il y a aussi des apports que vous souhaitez faire, même si vous n'êtes pas dans la logique de jeunes professionnels, mais ça ne change, c'est pas grave, c'est pas un problème. Donc, moi, je pense qu'en premier lieu, c'est typiquement savoir qu'il y a une structure comme Comment que je peux contacter avec donc, des professionnels qui travaillent depuis 5, 10, 15, 20 ans, avec qui je peux échanger pour savoir déjà ce qu'est vraiment le métier, donc après le diplôme. C'est pas, il y a l'alternance et il y a le monde d'après. Et pour savoir aussi, peut-être avoir des conseils sur comment, l'aspect, gérer sa carrière aussi. Parce que là, j'ai un peu l'impression que les choix de carrière qu'on va faire petit à petit, ça nous met dans des cases et que ça va être difficile de. Par exemple, si je vais dans un annonceur, que je vais aller dans une agence après, c'est peut-être un peu plus difficile. Ou peut-être voilà, ce genre de questions un peu plus pratiques dont j'ai aucune idée et que je vais un peu à la pêche aux infos où je trouve. Donc avoir peut-être un rôle de conseil, c'est peut-être ça que les personnes en master auraient le plus besoin, je pense, à mon sens. Merci Wilfried. Je me permets de rebondir du coup. Moi, c'est vrai que ces outils-là, je les ai eus personnellement, et c'est plus comme on évolue dans le milieu de la communication, tout le monde est déjà convaincu que c'est utile, mais en fait, on ne se rend pas compte que tout le monde n'est pas convaincu et que tout le monde n'a pas encore compris l'importance. Et je pense que c'est ces outils-là qui me manquent. C'est peut-être que c'est juste des chiffres, peut-être que c'est juste des écrits, des livres ou des choses comme ça, mais vraiment pouvoir prouver que la com a son utilité, que la com, c'est hyper important pour une entreprise, et avoir des choses beaucoup plus factuelles que ce que j'ai pour l'instant. Peut-être que c'est ça, pour moi, c'est vraiment ce ressenti, c'est ça que j'ai, c'est vraiment qu'il me manque pour pouvoir dire, mais si, la com, c'est utile. Parce que quand on nous dit non, il faut faire du chiffre, il faut faire du chiffre, il faut faire du chiffre, oui, mais la com est utile pour venir à vos chiffres, en fait. Et du coup, je pense que moi, c'est ça où j'ai été le plus déstabilisée. Merci Julia. Je me permets d'apporter un complément qui est plutôt perso. Là, moi, j'ai recruté, ça m'est arrivé souvent, des alternants. Et dans les dernières années, je me suis très souvent confrontée à des alternants qui avaient galéré parce qu'ils étaient persuadés qu'ils avaient envie de faire tel ou tel domaine, là par exemple du graphisme ou juste de la communication, et qui n'avaient pas démarré dans cette filière-là. Et ça a été vraiment une bataille pour eux de trouver les voies d'accès pour bifurquer et rentrer dans un Master 1 ou dans un cursus qui va permettre de relier cette passion et le démarrage. Et il y a cette espèce de flou où il n'y a pas de. Enfin, je ne les ai jamais entendus me dire je connais quelqu'un qui est un référent vers lequel, qui n'est ni une agence ni une entreprise, et qui peut m'aider à comprendre les passerelles. Ça, c'est récent. Il y a eu 3 personnes en 2 ans qui se sont retrouvées sur des profils exactement comme ça. Bon, je ne suis pas censée apporter des contenus, mais bon, je ne peux pas m'en empêcher. Quelqu'un veut rebondir encore ?
Ludovic, pardon. Vas-y, je ne t'avais pas vu. Non, je suis désolé, je parle beaucoup ce soir. Je peux juste donner une expérience. Il m'arrive d'intervenir dans des écoles, par exemple au forum de l'ISCOM, comme il m'est arrivé d'intervenir, mais de manière ponctuelle, hein, pas pour donner des cours, au CELSA ou à l'ICP pour Jean-Luc. En tout cas, je me rends compte qu'à chaque fois, effectivement, j'ai beaucoup de questions et de réponses dès lors que j'essaie de présenter aux étudiants la communication de manière bienveillante, mais malgré tout, de manière aussi la plus vraie possible, et en essayant d'expliquer que c'est oui, il y a le côté qui fait un petit peu rêver, etc., mais que c'est pas si qu'il faut se battre un petit peu. Et je trouve ça super intéressant ce qui a été dit par Julia, c'est qu'effectivement, il faut que nous, communicants, on se dise, qu'on pense à dire aussi aux étudiants, eh ben oui, vous allez voir, mais dans nos métiers, souvent, ça passe par beaucoup de pédagogie pour expliquer notre métier. Je pense que c'est très juste. En l'occurrence, c'est un sujet qu'on a évoqué effectivement sur la concertation carrière et emploi, mais on se rend compte qu'effectivement, notre première bataille, c'est de défendre toute l'utilité de notre métier. D'ailleurs, j'entendais tout à l'heure quelqu'un qui disait, voilà, on est souvent une fonction support, considéré comme une fonction support, comme les coulisses, etc. Je veux dire, dans l'absolu, pourquoi pas? Il n'y a pas de honte à être une fonction support si effectivement on est au service de l'entreprise pour effectivement, comme le disait Julia, participer et développer le business de l'entreprise. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que je crois effectivement qu'on doit expliquer potentiellement aussi, alors ce n'est pas forcément le côté le plus glamour à raconter, mais on se doit aussi de donner des éléments de la vraie vie, comme on dit, de dire qu'effectivement, souvent, avant tout, il faut rappeler l'utilité du métier. Rappelons effectivement qu'a priori, tout le monde sait communiquer, au sens étymologique du terme, quoi. C'est ça qui est difficile aussi, c'est que la communication, ça a un sens global, et nous, notre métier, c'est la communication, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Merci Ludovic. Je vous propose que nous passions à l'étape d'après. Et Claire qui est à la manette, aux manettes. Là, c'était pareil, une question très orientée future carrière. Alors, on a déjà commencé à l'aborder à plusieurs reprises, du conseil, des passerelles, peut-être des arguments ou être mieux préparé pour rentrer dans le monde de l'entreprise, dans des entreprises qui n'ont pas conscience de l'importance de la communication, des contacts. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Et là, c'est pareil, tout le monde est hyper concerné parce que moi, dans mon expérience de recruteuse, de manager, d'alternant, j'ai plein d'avis aussi sur de quoi ils auraient potentiellement besoin quand je les entends me raconter des choses. Donc voilà, question ouverte et c'est presque à la fin de la session, là, donc on rentre dans les moyens. J'en lance une. Moi, j'ai l'impression qu'il y a, je ne sais pas si c'est du mentoring, mais en tout cas, il y a peut-être cette piste à regarder. Et c'est intéressant d'avoir votre avis sur est-ce que c'est possible d'accompagner certains jeunes, ça se fait évidemment, mais d'avoir des partenariats inter-écoles entre communication, Comment et certaines écoles, ou toutes les écoles, entre certains professionnels et certains communicants. Charlotte, sur ce sujet très précis, moi, je trouve que tout ce qui est exprimé là est très riche. Je pense oui, moi je réponds à ta question, je répondrai clairement oui, mais je pense qu'il faut même aller au-delà des écoles de communication. Parce que, en fait, un des principaux sujets, c'est de se rendre compte que finalement, quand on est jeune, qu'on soit encore en alternance ou qu'on soit jeune professionnel et qu'on arrive dans un environnement d'entreprise, que ce soit l'agence ou que ce soit dans un service de communication d'entreprise, c'est vrai qu'on se retrouve confronté avec des secteurs d'activité qu'on ne connaît absolument pas. Julia a parlé de
problématique d'assurance auto jusqu'à de la transition énergétique. Bon, c'est quand même des sujets voilà, assez costauds quand on veut bien connaître ces métiers-là. Et c'est important pour un communicant de très bien connaître le secteur d'activité. On se retrouve confronté avec son voisin RH, son voisin marketeur, son voisin de la direction des achats, son voisin RH. Et en fait, on se rend bien compte que le communicant, il a intérêt à avoir quand même une vision en 360 degrés horizontale et verticale pour bien comprendre le rôle qu'il va pouvoir jouer dans cet environnement. Et donc, moi, je pense que par rapport à ta question, demain, créer des passerelles aussi entre des écoles de com et des écoles de ressources humaines, des écoles de com et des écoles de commerce, des écoles de com et des écoles de data ou de marketing. Tout ça, je pense que ça a de la pertinence parce que ça construit des jeunes générations qui ont la tête bien faite et qui, au-delà des outils de com, ça j'ai envie de dire, les outils de com, une fois qu'on a compris comment ça marche, c'est assez simple à comprendre. Par contre, ce qui va faire la différence, c'est leur capacité à voir à 360 et à comprendre les grands enjeux de l'entreprise. Donc, je pense oui pour les passerelles, mais j'élargirais même bien au-delà des écoles de com. On est déjà dans les actions et dans les solutions. C'est très bien, parce que de toute façon, là, comme on arrive sur la fin de la session, de toute façon, c'est intéressant de mêler. Ludovic posait aussi certains outils, des fiches métiers, on en parlait tout à l'heure, des témoignages. Donc, on a parlé de mentoring ou de passerelle. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme idée et qui est en lien aussi avec l'action de Comment, hein. On peut lier les deux questions. C'est de quoi avons-nous, ces jeunes qui rentrent dans le marché du travail, sur le marché du travail ont besoin, et puis qu'est-ce que Comment peut apporter et quel est son rôle? Alors Stéphane, vous avez levé la main. Oui, j'ai levé la main. J'ai une réponse assez brève, mais je pense qu'on en a déjà tous un peu parlé. Bon, déjà, tout le monde a parlé de son métier. On a pu voir que la communication, c'est une diversité de métiers qu'on ne trouve pas forcément dans toutes les disciplines. Et d'ailleurs, aux États-Unis comme au Canada ou pays anglo-saxons, la communication se décline plutôt au pluriel. On parle de communication, c'est non pas de communication. Et ça, c'est un point très important puisque c'est un métier extrêmement large. En agence, on ne travaille pas comme, je dirais, chez l'annonceur. Et puis après, chaque société est spécifique. Après, on a beaucoup parlé de la place de la communication. Il fallait que la communication explique ce qu'elle fait, qu'elle soit pédagogue. Je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. On doit apprendre aux communicants à expliquer quelle est leur valeur ajoutée. Et très souvent, on est des professionnels qui travaillent avec une certaine abnégation quelque part. Parce que, comme on disait, on est en coulisses, c'est vrai. On n'est pas sur le devant de la scène la plupart du temps, même si on anime des séminaires ou autres sur scène. Mais c'est vrai qu'on a tendance à mettre en avant, mettre en exergue d'autres personnes, d'autres métiers, servir la stratégie, puisqu'on est des fonctions support et c'est plutôt louable. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on ait peur d'expliquer notre valeur ajoutée et que la communication, elle contribue au développement de l'entreprise, à la fois sur le plan économique, et il y a des calculs qui permettent même de voir quel est le retour sur investissement. On peut se livrer à cet exercice. Ce n'est pas simple, mais on peut le faire. On sert la stratégie RH, on sert la marque employeur, c'est aussi pour développer l'entreprise. Il y a plein de possibilités d'exprimer notre utilité. Et je pense que plein de communicants n'ont pas forcément conscience de ça. Et ça permettrait justement de revaloriser notre métier. Merci Stéphane. Stéphanie, vous vouliez réagir aussi? Oui, je voulais réagir. Donc, moi, je suis dans l'ingénierie, dans l'aéronautique. Donc, c'est vrai que la communication, c'est un peu vu comme une fonction support, mais que tout le monde est capable de faire. Et en fait, moi, je marche beaucoup finalement sur ce que j'appelle le bouche-à-oreille positif. C'est-à-dire que quand vous accompagnez quelqu'un, que ce soit sur sa stratégie, sa prise de parole en public, ça fait un peu boule de neige. Et je trouve que nous, d'ailleurs, à l'heure actuelle, on devient un peu victime de notre propre succès. Où avant, alors attention, je vais caricaturer là, mais on nous appelait pour commander les petits fours ou pour faire un film ou changer les couleurs sur le PowerPoint. Maintenant, on est vraiment impliqué très, très en amont et on nous sollicite vraiment beaucoup. Finalement, il n'y a plus de frontières, voire même le manager, où je trouve, et ça pourrait être un autre débat, où finalement le manager à l'heure actuelle n'a plus les fonctions qu'il avait avant, et même pour s'adresser à ses propres
employés ou ses équipes, finalement, on sollicite la com en disant bah, « tiens, écris-moi un truc ou fais une vidéo » parce que les gens ne veulent plus parler. Donc, il y a cette notoriété. Et moi, je me rends compte que plus j'apporte un soutien, plus j'aide, plus les gens voient le bénéfice, plus ils nous sollicitent. Et des fois, j'avoue même, alors moi, j'ai 3 présidents en 3 ans, là, et j'ai des membres du comité de direction qui changent, et ben, des fois, je n'hésite pas à les laisser se casser un peu la figure. C'est-à-dire, bah, voilà, ils se disent « non, non, moi, j'ai l'habitude de parler », ils prennent la parole, et là, c'est un fiasco. Puis là, ils se disent « ah bah oui, finalement, j'aurais peut-être dû ». Donc voilà, mais on est une vraie fonction, hein, et c'est du 360 parce que moi, je pousse beaucoup ça en disant bah, je refuse que les employés en interne apprennent une info par les relations de presse. Donc, c'est vraiment du 360 et tout doit être bien ficelé et pour avoir un alignement très cohérent. D'autant plus dans la période actuelle où nous vivons, nous, on a crise sanitaire et crise économique. Donc, c'est majeur. Merci Stéphanie. Sylvie, vous voulez réagir et ensuite Claire. Oui, merci. Oui, partager une expérience qu'on a eue, nous, 3 années successives pour nos étudiants et je trouve qu'elle était vraiment très bénéfique pour tous. Maintenant, ça ne peut plus se faire parce que l'organisme n'existe plus, mais on a fait participer nos étudiants à un concours au sein de l'Institut Ergapolis. Ergapolis réunissait des équipes pluridisciplinaires avec des étudiants de disciplines extrêmement variées pour répondre en commun à un appel d'offres de l'ADEME. Donc, c'était pour l'aménagement du territoire avec des enjeux de développement durable, donc des sujets passionnants. Et dans les équipes, il y avait un architecte, il y avait un designer, un sociologue, il y avait un économiste, un agro, enfin, voilà, des disciplines extrêmement variées, mais qui ont toutes une utilité pour répondre à ce genre d'appel d'offres. Et l'expérience qu'on a pu avoir, c'est que quand nos communicants se sont retrouvés au milieu de ces techniciens, enfin des gens qui avaient voilà, une expertise plus technique que eux, bien sûr, chacun essayait de comprendre le langage des autres, donc c'était quand même déjà un premier apprentissage. Et puis, surtout, ils étaient considérés comme celui, je rebondis sur l'expression tout à l'heure, qui allait faire le PowerPoint et puis trouver le nom d'équipe le plus sympa. Donc ça, c'était le premier bain dans cette équipe et au fur et à mesure de l'avancement du projet, parce que c'est un concours qui se faisait sur 3 mois, donc les étudiants avaient le temps d'avancer ensemble, eh bien, les communicants étaient intégrés dans la réflexion même et c'était très bénéfique donc, dans la réflexion sur le projet, parce qu'il y a plein de choses à faire en tant que communicant, évidemment, dans ce genre de projet, mais c'était bénéfique pour les autres disciplines qui comprenaient ce qu'un communicant pouvait apporter dans ce genre d'équipe et ce genre de projet, et aussi très bénéfique aussi pour des communicants qui comprenaient la place que la communication peut avoir au sein d'un projet. Donc voilà, donc je voulais vraiment partager cette expérience parce qu'on a parlé de passerelle. Moi, je crois beaucoup à la mixité, à la pollinisation croisée. J'utilise souvent ce terme parce que c'est comme ça qu'on peut... Enfin, la communication, elle ne peut pas vivre seule en vase clos, à un moment donné, arriver en fin de processus. Enfin, voilà, elle doit vraiment être intégrée et elle l'est de plus en plus. Donc, voilà, ce genre d'expérience très concrète peut aussi aider les non-communicants et les communicants à bien comprendre les métiers. Merci beaucoup, Sylvie. Claire, tu voulais réagir? Et juste avant, Claire, Stéphanie disait qu'elle avait omis de mentionner que, effectivement, faire la promotion de la fonction dans les écoles, faire du shadowing des vies ma vie est aussi très intéressant et ça c'est complémentaire avec ce que vous dites, Sylvie, et qu'effectivement, la grande famille Comment, accueillie avec un accueil pour les DIRCOM et cette aide dans les recherches de stage, c'est précieux. Oui. Ben moi, je voulais ajouter un peu quelque chose dans la veine de ce qui a été dit par Wilfried et Julia. Pour le coup, moi, je n'ai pas fait du tout des études qui avaient rapport avec la com. Je suis un peu pas tombée par hasard parce que je cherchais quand même quelque chose qui soit en com d'influence ou dans ces circuits-là. Donc, je suis chez Comment, donc je peux être un peu biaisée. Mais d'avoir d'être en contact quotidiennement avec des professionnels de la communication, que ce soit agence ou DIRCOM, c'est essentiel pour ma compréhension du milieu, qui était vraiment totalement éloignée de mes études de base. Et du coup, je pense que ce qui peut être intéressant pour des étudiants, des jeunes pros qui soient
de la com ou des fonctions qui gravitent autour de la com, c'est vraiment cette idée de mentorat et cette idée d'échange avec des gens qui peuvent leur expliquer concrètement ce que c'est et comment ça fonctionne dans une entreprise en général. Donc, cette idée justement de passer une journée ou plusieurs avec un professionnel pour le suivre, de mentorat, je pense que c'est essentiel pour les jeunes pros et pour les étudiants, qu'on soit dans le milieu de la communication ou pas. Au moment de choisir un métier, de savoir comment on s'oriente, de savoir dans quelle taille d'entreprise on veut travailler, parce que moi, je partais du principe que les grands groupes, c'était génial, et au final, je me suis rendu compte que pas du tout, et que je préférais travailler dans une petite PME, et ça, je l'aurais pas deviné par moi-même si j'avais pas eu l'occasion par mon école justement d'avoir ces rencontres intergénérationnelles avec des professionnels déjà établis. Donc voilà, en tant que jeune professionnel et sorti de l'école il n'y a pas très longtemps, je pense que c'est vraiment essentiel d'avoir ces échanges avec des professionnels établis pour vraiment bien s'orienter et pas regretter son choix aussi, parce que je pense qu'il y a pas mal d'étudiants et de jeunes professionnels qui peuvent être déçus de leurs premières expériences ou de leur choix de master, parce qu'ils ont un peu choisi au doigt mouillé, quoi, sans vraiment avoir un feedback de quelqu'un qui est déjà dedans. Voilà. Merci Claire. Je vous en prie. Alors, je vous propose qu'on continue notre séquence et on va bientôt la clôturer, parce que nous avons une allocution à 20h. Alors, peut-être que certains n'auront pas envie de la suivre, mais la dernière question auquel on a déjà pas mal aussi répondu, donc là, c'est pour vous la poser, pour voir s'il y a des choses à rajouter, c'est vraiment sur la place de comment. Donc, est-ce que vous avez des choses à ajouter par rapport à ce qu'on a déjà partagé, ou préciser si ce n'est pas ajouté? Peut-être Laurence ou Jean-Luc, si vous avez des compléments à faire à ce moment-là sur des choses qui sont initiées, peut-être pour éclairer et faire rebondir. Comment est déjà très moteur sur tous ces sujets-là depuis pas mal de temps. C'est vrai que là, on est à un moment intéressant parce qu'on revisite un petit peu cet axe stratégique et la place que peut prendre Comment par rapport aux étudiants en école de communication et par rapport aux jeunes professionnels. Donc, cette concertation, c'est pour ça, en fait, hein, même si ça s'inscrit dans une longue histoire de Comment avec les écoles de com, avec les professionnels jeunes, entre guillemets, pour les épauler, en effet, dans cette construction de parcours qui, à mon avis, est tout aussi peu évidente aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou 25 ans. C'est différent, c'est autre chose, c'est nouveau, mais je pense qu'en effet, un communicant qui a envie de trouver sa place dans ce métier de communicant, avec cette vision stratégique qui fait que la communication a de la valeur et est bien positionnée au bon endroit dans l'organisation, je pense qu'en effet, il faut outiller nos communicants, jeunes et moins jeunes, mais voilà, les outiller pour tenir cette place et ce rôle. Donc, c'est un peu tout l'enjeu de cette concertation pour bâtir ensemble cette feuille de route. Moi, je veux bien vous apporter une petite précision. En fait, chez Comment, on essaie d'aller un maximum à la rencontre des écoles pour rencontrer les étudiants, en fait, par le biais des écoles, et avoir des relations, en tout cas, avec un maximum d'écoles et d'universités. Et moi, ce qui m'a beaucoup interpellée ces dernières années, c'est de voir à quel point les étudiants ne sont pas conscients de l'importance des réseaux professionnels de leur secteur. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment quelque chose de très difficile à leur faire comprendre ou toucher du doigt. Ils sont dans leur école, ils sont en contact avec les autres élèves, il y a des réseaux d'anciens qui les rassurent pour leur sortie d'école, et ils ne se rendent pas compte que d'aller dans les autres réseaux, à l'extérieur, c'est quelque chose d'important. Et ça, je pense qu'on a vraiment besoin de passer aussi par les écoles pour rentrer plus en discussion avec les étudiants et aussi avec les écoles. À l'ISCOM, on avait un très beau partenariat sur des cours que faisaient nos adhérents tous les ans. Voilà, à l'ICP, on va donner aussi des conférences. On le fait aussi au CELSA, à ScienceCom. Voilà, à Sciences Po, on est dans pas mal d'écoles. Mais c'est vrai que on a quand même une communauté d'étudiants qui est très réduite et de façon un peu étonnante, puisqu'on a quand même une adhésion à 42 €.
là où les agences, hein, pour le même niveau d'information, de formation ou d'échange, d'autres payent plus de 2 000 €, quoi. Donc, c'est vrai qu'on a quand même depuis de nombreuses années essayé de se mettre à la disposition des étudiants sans bien réussir à rencontrer ce public qui pour nous est essentiel parce que ce sont aussi les professionnels de demain et les experts de demain. Donc, plus vite on est en relation et on entend leurs attentes et eux aussi entendent et se retrouvent confrontés aux attentes du marché, c'est quand même important. Et le dernier point sur lequel je voulais peut-être vous interroger, voilà, c'était le prix du meilleur espoir en communication. On n'en a pas du tout parlé ce soir. C'est quelque chose, c'est un prix qui met en valeur un étudiant ou une étudiante d'une école ou d'une fac qui est élu chaque année par un jury. Donc, il y a des auditions En fait, chaque école envoie ses meilleurs étudiants et puis il y a une sélection de CV et après, chacun vient passer un oral. L'année dernière, on a dû, pour des raisons un peu techniques, on va dire, le mettre en stand-by et on se pose aujourd'hui la question de réactiver ce prix. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce prix? Est-ce que, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'important de mettre en valeur aussi voilà, comme on met en avant nos prix et les talents des entreprises et des agences, est-ce que pour vous, c'est important ou sous quelle forme? Enfin voilà, c'était peut-être un dernier petit rebond dans cette discussion qui, moi, personnellement, m'intéresse. François dit gratuité pour les étudiants, mais là, pour le coup, et le prix, c'est top. Belle mise en avant des jeunes. Alors, François, le start income, peut-être que, je ne sais pas si Laurence vous répondra direct ou pas, mais est-ce qu'il y a un avis déjà partagé sur le fait que le prix, c'est top et que c'est bien de continuer à mettre en avant ceux ou ces jeunes? Ouais, je pense que les prix, ça peut être une bonne idée. On fait des compétitions en Master 1, Master 2, peut-être une compétition, plus une compétition avec un prix en fait, où on se serait travaillé pour une campagne de comment à destination des jeunes diplômés, par exemple. Oui, mais quelle bonne idée! En fait, pourquoi je faisais la réflexion et donc Julie était là parce que son professeur a assisté. Moi, c'est pareil. Et je crois que c'est la plupart des relais qu'on a comme ça à l'association. Quand on est en Master 1, Master 2, on a un autre agenda. On a le Master, les cours. Et donc, moi, en tout cas, j'ai compris l'utilité de Comment à partir du moment où j'ai commencé à chercher un travail, donc à penser l'après. Et je pense que c'est peut-être là qu'il faut plus cibler donc, ça ne peut-être pas des étudiants. Et je pense que c'est une question de coût, mais plus une question d'agenda. Et me dire, je vais finir, de quoi j'ai besoin? Peut-être qu'il y a ce réseau-là qui peut m'aider. Et je peux rencontrer des gens. Donc, en fait, on en parlait avec Claire et peut-être un peu sur ce côté. Peut-être que les étudiants, je ne sais pas si c'est peine perdue ou pas, mais en tout cas, je pense que le prix soit vraiment quelque chose qui va vraiment plus les attirer, pour le fait que ce soit gratuit. Merci Wilfried. Alors Stéphanie disait, et puis on va conclure, les prix sont intéressants, mise en valeur et surtout défis, échange entre eux avec des professionnels du métier. Je vous propose qu'on prenne les quelques minutes qui restent pour clôturer. Donc, next step. Vous savez, vous l'avez compris, ces concertations sont extrêmement importantes pour Comment dans le travail de construction des feuilles de route. Donc, il y a un débriefing de tout ce qui s'est dit. Il y a une finalisation de la concertation qui sera faite mi-décembre avec le conseil d'administration. Et puis, à partir du mois de janvier 2021, les feuilles de route seront présentées. Et ça introduit le fait qu'il y a une possibilité de contribuer. Alors, vous, les personnes que vous avez aussi dans votre entourage, les étudiants qui sont présents, les jeunes professionnels aussi, à travers une adresse que Comment a créée, qui va s'afficher, qui est contribution au pluriel @com-inde.fr et qui est vraiment le lien au quotidien pour poster une idée, suggérer une participation, proposer de l'aide, suggérer une thématique.
Et puis, ça permet, pour chacune des concertations, on a fait cet appel-là qui est important pour dire n'hésitez pas à dire moi, je suis intéressée par continuer sur ce thème-là d'une manière ou d'une autre, mais ça m'intéresse. Voilà. Laurence, je te laisse le mot de la fin avec Jean-Luc. Je vous laisse, c'est plutôt traditionnellement Laurence, toi qui conclus, mais Jean-Luc, surtout, tu n'hésites pas. Oui, mais devant un président d'honneur, je m'éclipse, moi. Voilà. Non, mais moi, je vais faire très, très bref. D'abord, un grand merci à tout le monde pour la qualité de ces échanges et la pertinence de vos propositions. On était ce soir pour vous entendre, vous écouter, recueillir vos suggestions, vos idées. Et franchement, un grand merci. La valise est bien remplie. Bien entendu, on compte sur vous pour continuer avec nous à bâtir cette feuille de route. Alors, ne prenez pas mal les uns et les autres, mais je vais surtout m'adresser à Wilfried et à Julia parce qu'on a et moi, j'aimerais bien que vous fassiez un peu de buzz autour de votre communauté d'étudiants et d'étudiantes pour Julia et de jeunes professionnels pour Wilfried. Rejoignez Comment pour nous aider à bâtir cette feuille de route sur l'attractivité de ce formidable métier. Et puis, bien entendu, voilà, j'espère qu'on pourra tous se revoir rapidement début 2021 avec une belle perspective parce que je suis convaincu que ce métier a plein d'atouts. Ce métier, en même temps, aujourd'hui, est assez décrié. Et c'est, je crois, le rôle de Comment de porter cette ambition, de revaloriser ce métier, de lui donner toutes ses lettres de noblesse et surtout d'aider ces jeunes générations qui débarquent dans ce métier à réussir pleinement leur vie professionnelle et surtout à s'y sentir bien. Donc voilà, c'est un peu ça le rêve, entre guillemets, idéal. Et donc, vive la jeunesse, vive les nouvelles générations. Et merci à tout le monde. Et vive les anciens qui vont mentorer nos jeunes. C'est clair, c'est un travail collectif. Et merci à Charlotte pour cette animation. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Bonne soirée, bonne fin de semaine, et puis portez-vous bien. Merci. Merci à tous et tous. Au revoir. Au revoir.